Mesdames et messieurs, nous commençons donc la dernière table ronde de cette journée et nous sommes très heureux d'accueillir donc 5 personnalités autour du thème « Comment en sortir ?» Comment sortir finalement de la violence qui a été décrite à la table ronde précédente. Et à la table ronde précédente aussi a été abordée la façon de comment parler de cette violence. Et autour de cette table ronde se trouvent des personnalités, je dirais, au profil très différent et de savoir très différents. Henri Laurence, qui est ici chez lui, au Collège de France, historien du Moyen-Orient. Monsieur Abbas Alabi, ancien magistrat, professeur de droit qui vient de Beyrouth, et ce sera donc l'occasion de parler du Liban durant cette table ronde. Et une journaliste à ma gauche, Hélène Salon, journaliste au Monde, qui était il y a quelques jours encore en Syrie. Vous avez peut-être lu ces articles ces derniers jours dans les environs de Baghouz. Et enfin, Dorothée Schmidt, qui est analyste en géopolitique, spécialiste de la Turquie et de la région, et qui travaille à l'EFRI. Donc voilà, c'est vraiment, je crois que ce sera extrêmement intéressant d'entendre leurs points de vue, des points de vue partant de connaissances différentes. Je leur demanderai à chacun de parler, et c'est la consigne qui a été donnée par les organisateurs, de parler 10 minutes dans un premier tour de table, sachant qu'ensuite il y aura évidemment un deuxième tour de table et des questions qui viendront de la salle et qui permettront, si jamais tel ou tel exposé n'a pas pu aller à son terme, évidemment qui permettront de revenir sur les conclusions de ces exposés. Je vais demander au professeur Henri Laurence de bien vouloir commencer. Donc, professeur, vous qui étudiez l'histoire de cette région, qui êtes remonté sur plusieurs centaines d'années dans l'histoire de cette région du Moyen-Orient, je suis sûr que vous allez nous dire comment on peut sortir de la crise actuelle. Oh bah absolument pas, puisque c'est une question de ce genre, est une question orientée vers l'avenir, et déjà les historiens ont beaucoup de mal à prédire le passé. Donc, de ce point de vue, on est très entravé. De surcroît, depuis ce matin, à chaque fois que je pensais à quelque chose à dire, il y a eu automatiquement un intervenant qui le disait, et donc j'étais prêt à les accuser de plagiat, mais comme ils parlaient avant moi, ça ne pouvait être que des plagiats par anticipation, notion qu'Antoine Compagnon connaît, je pense, la notion de plagiat par anticipation. Et donc je vais essayer simplement de faire un peu de comparatisme historique pour essayer de voir comment dans d'autres situations historiques on est sorti de la violence et se poser la question de savoir si ces comparaisons peuvent être raison. Alors la première chose, évidemment, je me rappelais il y a une vingtaine d'années, je faisais un séminaire aux langues orientales avec des étudiants au niveau licence, maîtrise, et le sujet était de préciser les concepts. Et donc un jour, je crois qu'on a dû aborder la violence, et évidemment, les étudiants me titillaient, etc. Et puis j'ai dit finalement, vous me demandez quelle est l'origine du mal. Et, je crois qu'ici, il y a des hommes de religion qui sont plus susceptibles de répondre aux origines du mal que les tenants des sciences sociales. Alors, comment sortir des guerres? Si on prend quelques exemples européens, bon, il y a un texte célèbre sur les guerres de religion dont Antoine Compagnon parlait ce matin, c'est l'édit de Nantes. Et l'édit de Nantes comporte, je résume très brutalement, 2 catégories de choses. D'abord, la première chose, c'est l'interdiction de parler du passé. Je cite que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents et à leur occasion demeurera éteinte et assoupie comme de choses non advenues et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux ni autres personnes quelconques publiques ni privées en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit
en faire mention, procès ou poursuite en aucune cour ou juridiction que ce soit. Donc la première sortie de violence qui est l'édit de Nantes, d'abord l'interdiction de parler de ce qui s'est passé et surtout l'interdiction de faire des actions en justice. La seconde partie de l'édit de Nantes donne des garanties militaires. Ça pourrait intéresser, là, pour sortir de la question syrienne plus qu'irakienne, les forces qui ont fait les guerres de religion, les protestants conservent un certain nombre de places de sûreté, des forces armées, parce que la parole du roi ne suffit pas. Et donc, ils ont bien besoin d'avoir des moyens militaires. Et d'ailleurs, ensuite, sous Louis XIII, ces forces de garantie ont été supprimées par la monarchie, et ça a conduit ensuite, sous Louis XIV, à la révocation de l'édit de Nantes. Alors, par ailleurs, évidemment, la sortie des guerres de religion en France s'est faite par la constitution d'un État monarchique qui était devenu quasiment une religion monarchique, et donc les protestants étant quelque part éloignés de ces religions avaient tendance à se convertir parce que c'était le moyen de participer à l'État. Mais du coup, on voit très bien que dans le cas français, ce qu'il a emporté pour en sortir des guerres, c'était la raison d'État, et pas du tout la justice. Alors on peut avoir la méthode inverse, le traité de Westphalie, 1648, qui lui pulvérise des pouvoirs en Allemagne. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai été invité à parler dans un think tank allemand pour savoir si le traité de Westphalie ne pouvait pas être un modèle de règlement des problèmes du Moyen-Orient. Donc, en tout cas, les Allemands ont la référence westphalienne et nous avons plutôt la référence étatique sur la sortie de guerre. Alors, Louloua a parlé tout à l'heure des temporalités. Il y a surtout eu comme sortie de tout ça, mais en quelques décennies, ça c'est autre chose, ça a été la crise de conscience européenne, selon l'expression de Paul Hazard, c'est-à-dire le fait qu'à cause des guerres de religion, la pensée européenne bascule dans une négation du religieux en quelque sorte. Et en réalité, ce qui s'est passé à partir des Lumières, c'est un refus de comprendre. C'est-à-dire les Lumières, c'est le refus de comprendre les raisons des guerres de religion. On dit c'est le fanatisme. Mais donc les mécanismes sociaux, les affects qui ont mobilisé les guerres de religion, on refuse de les comprendre parce que si on les comprend, on continue d'en être. En quelque sorte. Donc je dirais que les Lumières, c'est la volonté de ne pas comprendre et de ne pas comprendre évidemment les mécanismes des guerres de religion. Second exemple, la Révolution française, la sortie c'est encore l'État puisqu'on est en France, donc Napoléon, l'État impérial, et le refus d'en parler. Tout à l'heure, M. Semelin citait la phrase de Chateaubriand, mais c'est la phrase de Chateaubriand sur l'historien vengeur des peuples, c'est la nécrologie en quelque sorte de Marie-Joseph Chénier à l'Académie française, qui était conventionnelle. Et donc Chateaubriand qui fait l'apologie de son prédécesseur qu'il détestait, évidemment, il fait en fait un procès de la Révolution. C'est ça, être vengeur des peuples. Et ça lui valu pratiquement d'être exilé parce qu'il avait violé le tabou napoléonien qui était l'interdiction de parler de la Révolution dans les années qui ont suivi. Donc alors après 1815, évidemment, en France, c'est un flot immense de textes, de mémoires, d'écrits d'historiens pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais on voit encore, très tard dans le siècle, des souvenirs. Il y a un passage très amusant des choses vues de Victor Hugo. Il montre un entretien entre le maréchal Soult et le roi Louis-Philippe. Et Louis-Philippe lui dit à Cadiz, quand vous encerclez la ville, moi j'étais de l'autre côté. Si j'avais été pris, vous m'auriez fusillé. Et alors évidemment, le maréchal dit non, absolument pas. Et puis le maréchal s'en va et Louis-Philippe dit quand même il m'aurait fusillé.
Donc il y a bien des souvenirs, 40 ans après, de ces terribles événements. Alors, le même modèle se retrouve dans ce que les historiens ont appelé l'âge des extrêmes, c'est-à-dire au minimum la période 1914-1945, voire au-delà, si on inclut la guerre froide. Alors, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que l'Europe, parce qu'il faut bien être honnête, on a parlé des problèmes de la violence, au XXe siècle, c'est l'Europe qui a été le porteur de la violence. C'est l'Europe qui a engendré 2 guerres mondiales, des massacres de masse, des génocides, etc. D'où la question intéressante, comment est-on passé de la culture de guerre européenne à la culture de paix? Alors bon, on a pu dire, d'abord des mécanismes géopolitiques, la guerre froide, les alliances, l'armement nucléaire a rendu la guerre impossible en Europe. Ensuite, on a dit, il y a la société de consommation qui a donné d'autres appétits aux gens. Et puis, finalement, le basculement de la culture du combattant à la culture de la victime, qui se situe quelque part entre 1975 et 1980. Et là, on est dans notre monde plus contemporain, puisque dans ce cadre-là, à la fois, on retrouve l'incompréhension du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la culture de la victime est quelque part une incompréhension ou un refus de comprendre les mécanismes des deux guerres mondiales, je veux dire. Quand aujourd'hui nous baptisons la Grande Guerre la guerre civile européenne, c'est pratiquement une appellation officielle aujourd'hui, je peux dire que mon grand-père qui était dans les tranchées, il ne savait pas qu'il faisait une guerre civile européenne, il voulait tuer du Boche en face. C'est donc une projection dans le passé de notre vision du monde d'aujourd'hui. Mais en même temps, et c'est ça un autre problème que nous avons, on le voit très bien, c'est que nous sommes maintenant passés dans une forme de présentisme qui nous font vivre le passé au présent. Et donc on a quelque chose qui est un grave problème et qui revient à notre problématique, c'est comment se fait-il que le passé ne passe pas? Et on le voit très bien aujourd'hui quand on fait des procès pour les derniers gardiens de camp des camps de concentration des pauvres boucs qui avaient 19 à 20 ans en 1943 et qu'on amène dans les procès aujourd'hui en 2019 alors qu'ils sont nonagénaires parce que nous vivons le nazisme au présent et non pas au passé. Alors pour revenir maintenant plus directement au Moyen-Orient, pas de possibilité d'intervention extérieure. On a vu qu'en Bosnie et au Kosovo, les interventions extérieures n'ont fait que geler les conflits et ne les ont pas résolus. Alors évidemment, on peut avoir les vœux pieux. L'idéal serait l'état de droit. Et là, évidemment, on peut penser que l'Irak est malgré tout mieux équipé que la Syrie pour arriver à l'état de droit, parce que quand même, il y a des structures juridiques en Irak qui permettent d'espérer la retour ou la constitution d'un état de droit, tandis que si c'est le régime, parce qu'il n'y a pratiquement plus d'état syrien, il y a un régime en Syrie, mais il n'y a pas d'état, lui, il n'est pas capable de créer du droit. Alors, on a parlé de la justice transitionnelle, mais si on prend l'exemple du Liban, ce qui s'était passé pour une des raisons de l'amnistie, c'est que d'une part, tous les seigneurs de la guerre se retrouvaient au gouvernement, et c'est encore le cas largement aujourd'hui, et ensuite, tous étaient coupables. Et donc, comme vous ne pouvez pas définir au Liban un coupable, parce que tout le monde a été victime et tout le monde a été bourreau, et la seule solution, c'est de ne pas en parler. Et c'est donc la situation. Alors, le piège qui peut nous attendre, c'est le piège de la concurrence des victimes. Je vais essayer d'être un peu plus vite. Mais après tout, je suis un organisateur. Donc, le piège de la concurrence des victimes, qui est vraiment le piège contemporain. Mon groupe a souffert, mais l'autre dit non, mon groupe a souffert plus que toi.
Et cette concurrence des victimes, bon, on le voit dans l'histoire générale, entre la Shoah, entre le génocide des Arméniens, entre la traite négrière, etc. Bah, ici, mais quelques rares contacts que j'ai eus avec les Irakiens me fait peur une terrible concurrence des victimes. Ah, ma communauté a souffert plus que la tienne. Moi, j'ai été massacré en 58, en 63, etc. Le problème est qu'il n'y a pas d'unité de mesure de la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose qui appartient à un groupe et qui ne peut pas se comptabiliser, se mesurer, dire moi j'ai 253 souffrances, toi tu en as 243, donc c'est moi qui ai souffert le plus. Ça, ce n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible non plus, c'est quand les gens ont souffert dans leur chair, bah, c'est inscrit dans leur chair. Vous ne pouvez pas abolir les tortures, les violences, les chocs, etc. Ce sur quoi on peut essayer d'agir, c'est sur la souffrance transmise, c'est-à-dire les récits, ce qu'on transmet à ceux qui n'ont pas vécu les événements, les nouvelles générations, et essayer justement que la souffrance transmise ne soit pas belligène comme elle risque de l'être. Alors là où il y a toujours au Moyen-Orient un rayon de soleil, ce sont les réfugiés, ce sont les diasporas. Il y avait une chose qui m'avait frappé durant la guerre du Liban, c'est que les Libanais à l'extérieur vivaient en paix. Je veux dire, à part à Beyrouth-sur-Seine, comme on appelait Paris, les sunnites, les chiites, les maronites, et tout, enfin, tout le monde discutait, bouffait ensemble, alors qu'ils étaient incapables de se retrouver quand ils retrouvaient et rentraient au pays. Donc la question est de savoir comment se fait-il que des gens, quand ils sont à l'extérieur des pays, ne sont pas en situation de conflit, mais quand ils reviennent au pays, ils reprennent l'ambiance de conflit. Alors, l'une des raisons, probablement, c'est quand vous partez à l'étranger, c'est que vous voulez refaire votre vie. Et donc, refaire votre vie, c'est repartir, redémarrer. Et je terminerai donc par un texte central de la culture française du XXe siècle que vous reconnaîtrez. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Voilà. Donc, je crois que comment s'en sortir, c'est cette phrase « Je ne regrette rien, ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien qu'on m'a fait ». Et c'est à peu près ma réponse. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur. Je me tourne donc vers le professeur Abbas Halabi. Vous venez du Liban. Le professeur Henri Laurence vient de parler des enjeux finalement de la paix, de la reconstruction, du lien à nouveau entre communautés au Liban. C'est finalement l'une des rares occurrences où on a la possibilité de parler de la situation du Liban qui a connu cette guerre civile dans les années 70-80. Voilà, c'est à vous la parole sur cette problématique. Comment en sortir? Merci, Monsieur le Président. Et je regrette moi-même personnellement de parler après Henri Laurence. C'est une tâche presque impossible. Je remercie les organisateurs pour m'avoir donné cette occasion de siéger avec vous dans ce prestigieux collège de France. Alors, j'ai préparé un papier assez long. J'ai 2 versions en arabe et en français, mais je vais survoler un peu le contenu. C'est une petite introduction sur le sujet. C'est une partie descriptive sur la situation actuelle dans l'Orient arabe, notamment dans l'Égypte, dans la Libye, l'Irak, la Syrie, le Yémen et le Liban, enfin. J'ai essayé par une partie analytique de parler les raisons
de la violence, les causes de la violence dans notre région. Ce que j'ai entendu le matin, j'ai trouvé que tout a été presque dit là-dessus, et je ne vais pas le répéter, mais je vais seulement me contenter de mettre en éclairage certains points qui se rattachent à notre sujet, comment sortir de la situation de la violence. On pourra, je pense, retrouver la version longue de votre texte dans les actes du colloque. Oui, je vais vous envoyer ça soft. OK. La situation de la violence qui prévaut dans le Moyen-Orient à l'heure actuelle est due essentiellement par mettre en place un système répressif qui visait le maintien du pouvoir et de la soumission du peuple par une main de fer, où la liberté a été bafouée, la gouvernance démocratique perturbée, etc., que vous connaissez tout, et ce qui a conduit essentiellement à la perturbation des programmes du développement, de l'accroissement du taux de pauvreté, d'analphabétisme, faisant de la société un terrain propice et fertile aux courants extrémistes, notamment religieux, et à l'utilisation de la violence. Concernant les moyens nécessaires pour sortir de la situation de violence, je pose beaucoup plus de questions que de donner des réponses. Est-ce que le terrorisme politique se propage dans notre région, dans le monde, n'est donc pas, comme nous avons espéré, qu'en exterminant les groupes terroristes actifs de toute la région en général et de notre pays en particulier, le Liban, pourrait connaître une certaine période de tranquillité qui permettra à la voie de la modération de s'élever plus haut que celle de l'extrémisme. Est-ce que l'éducation est-elle suffisante en elle-même pour anéantir l'extrémisme et la violence, le terrorisme? Est-ce que le fait que nous vivons sous un système politique où il y a manipulation de la religion dans le jeu des politiciens, est-ce qu'il y a espoir de voir dans notre Moyen-Orient arabe surtout une séparation entre le religieux et le politique, et de considérer que tous les citoyens sont égaux sur la base de la citoyenneté? La seule issue pour sortir de notre situation et de notre encombrement, et surtout de l'utilisation de la violence dans notre région. Est-ce que le manque d'opportunités d'emploi et l'exode des jeunes en dehors du Moyen-Orient pour trouver d'autres horizons dans lesquels ils peuvent s'exprimer d'abord en toute liberté et d'avoir les moyens de subsister et de survivre? Et est-ce que l'efficacité des initiatives lancées par les organisations internationales et nationales afin de combattre l'extrémisme dans notre région, est-ce que ça a donné des résultats? Tout ça me donne aussi un petit aperçu dans mon papier de parler de notre expérience druze. Nous sommes, dans le langage courant de ce colloque, une petite minorité au Moyen-Orient, mais qui a su réussir à survivre pendant 1000 ans déjà en toute liberté, malgré toutes les campagnes de persécution auxquelles les Druzes ont été victimes par les extrémistes musulmans surtout. Et on a souffert durant pas mal de périodes historiques de cette persécution, ce qui a obligé les Druzes à s'enfermer dans la montagne libanaise et de se défendre par la force parfois, par la violence parfois, pour survivre et pour garder leur terre ancestrale. Je ne vais pas m'étendre
beaucoup sur ce côté-là, mais je voudrais enfin essayer de donner quelques idées concernant comment sortir de la situation de la violence au Moyen-Orient, de mon point de vue. Après cet aperçu que j'ai essayé d'éclairer, que toute stratégie visant à anéantir la violence et les tensions dans notre région réside dans la lutte contre les sources de l'injustice qui touchent certaines classes de personnes telles que la pauvreté, l'ignorance, l'analphabétisme, le chômage et les inégalités. L'extrémisme radical n'est pas inné, il est créé, alimenté. Le processus de radicalisation doit être désamorcé, en premier lieu, par les droits de l'homme et le principe de la légalité, par le dialogue au-delà des frontières, par l'autonomisation des jeunes femmes et leur participation au pouvoir et aux divers aspects de la vie, et par une action commençant le plus tôt possible dès les bancs de l'école. Vient ensuite la formation au respect des différences et des diversités, et au rejet des discours de haine et de vengeance. Sur un autre plan, il faudrait œuvrer au respect et à l'application des déclarations et pactes tels que le document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune qui a été initié par l'initiative du pape François Ier, le pape François et Cheikh Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, dernièrement en février à Abu Dhabi, et garantir un cadre juridique équitable pour interdire l'incitation et condamner la haine, en plus de la mise en œuvre des programmes qui réprimeraient l'extrémisme en faveur de la gestion de la colère, du contrôle de la violence et de la promotion des concepts positifs. Et surtout, il y a un facteur qui a été mentionné aussi ce matin, l'ingérence et l'interférence régionale et internationale et l'emprise de certaines puissances régionales dans notre monde arabe, essentiellement l'emprise iranienne, turque et israélienne, et le manque d'un projet arabe civilisationnel de par les guerres et les conflits qui sévissent dans notre région. Pouvons-nous se libérer de cette emprise régionale et internationale? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Vu l'exemple libanais, ça ne nous donne aucun encouragement. Merci. Merci, professeur. Vous avez souligné le rôle des religions, que ce soit comme facteur de guerre ou comme facteur de paix. Et vous avez également esquissé, mais juste esquissé finalement ce que pourrait être effectivement un renouveau d'une pensée arabe finalement qui serait autonome et qui réunirait les pays de la région, ou en tout cas les penseurs de la région. Hélène Salon, finalement, vous en venez de cette situation de conflit où des gens meurent, d'autres s'en sortent, vivent. Est-ce que vous pouvez peut-être, dans un premier temps, nous décrire ce que vous avez vu ces dernières semaines, ces derniers jours sur le terrain, à la fois de la fin, finalement, d'une certaine emprise territoriale de Daesh, et aussi peut-être de ces combattants qui sont opposés à Daesh et qui progressent de cette guerre qui est peut-être finissante. Merci. Ouais, j'étais plutôt partie pour parler d'Irak, mais je vais d'abord parler de Barouz et de la Syrie. En fait, on a à Barouz, si vous avez suivi le dernier réduit du califat, où on a vu sortir ces dernières semaines, depuis janvier, environ 70 000 personnes. On ne s'attendait pas du tout à voir ce nombre-là. 35 000 civils, mais le reste, ce sont des combattants et des familles de l'État islamique
tout pays confondu, une grande majorité d'Irakiens justement, mais aussi des Européens, on a rencontré des Françaises. Et déjà, ce qui est intéressant pour tout de suite mettre en perspective, c'est que on était à Barouz en train d'observer ce qu'on appelle la fin du califat, mais on pouvait déjà plus aller à Ajin ou dans les villes qui ont été reprises les semaines et les mois avant, parce que les forces qui combattent actuellement à Barouz et qui tiennent les territoires qu'elles libèrent, les forces démocratiques syriennes, qui sont une force arabo-kurde, sont attaquées quand elles passent par la route qui longe l'Euphrate. Elles ne sont déjà plus en capacité de tenir ces territoires. Donc on observe, on n'est pas encore sur la fin du califat. Dans les jours qui viennent, il y aura une annonce qui sera faite sur voilà, Barouz est tombé, le califat est mort, mais l'État islamique ou le nom qu'il prendra à l'avenir est déjà revenu dans la ville qui est à 15 km avant ou 20 km avant. Il y a des cellules qui sont actives. Alors ce n'est pas une maîtrise territoriale comme on le voit avec le califat, mais il y a des cellules qui sont déjà actives et qui font que les forces démocratiques syriennes, qui ne sont pas des forces locales, notamment la direction est kurde et vient du nord-est syrien, ne connaît pas du tout ces régions. Elles ont engagé des tribus locales, mais voilà, après, ça serait une force qui, on pense, se délitera. C'est des territoires, on ne sait pas ce que ça va redevenir, on ne sait pas qui va contrôler à terme. Et pour ce qui est des combattants djihadistes et de leurs familles, oui, le califat est mort, eux sont restés jusqu'au bout, mais en fait, il y a un califat qui est en train de se recréer, un territoire sous la direction de l'État islamique, qui est dans un camp qui s'appelle El Hol, et à Roj, où en fait, on a toutes ces familles qui sont maintenant gardées. Donc, El Hol, c'est les femmes et les enfants, les hommes sont faits prisonniers dans d'autres camps. On voit déjà que dans ces camps se recréent en fait les lois et le califat avec ses lois, avec des femmes qui sont la police religieuse, la Hizba, qui font appliquer les règles dans le camp. Moi, j'avais été frappée quand j'avais couvert la bataille de Mossoul extensivement aussi, quand on voyait sortir les femmes, et même de la vieille ville, où on sait que c'était là où étaient notamment les combattants et leurs familles étaient reclus. Quand ils sortaient, on voyait des femmes sortir, se dévoiler, on voyait le niqab, alors par conviction ou pas, mais les femmes qui sont à Al-Hol n'enlèvent pas le niqab, elles savent qu'elles sont en territoire califal. Et j'ai notamment rencontré des Françaises qui n'ont perdu aucunement leur conviction et qui disent, on sait très bien que ce soit pour les combattants qui sont à Barouz ou pour nous dans le camp, l'issue n'est pas encore déterminée parce que eux sont sur un temps long, ils ont avec eux ce temps et la patience et ils disent, on n'est pas à l'abri de retournement. Elle me disait, une alliance ou une mésalliance entre États peut permettre de renverser la situation, soit aux combattants de sortir de Barouz et de trouver refuge ailleurs, comme on avait déjà eu des convois qui avaient été escortés vers d'autres zones, soit pour eux dans le camp de réussir à s'échapper ou de prendre le pouvoir. Donc ces gens-là, pour eux, le califat n'est pas mort et l'issue n'est pas encore écrite. Et je pense qu'ils ont raison, parce qu'on le voit notamment en Syrie, qui est vraiment un cas à part de l'Irak, où rien n'est encore joué. On est dans plusieurs conflits encore actifs, chaque conflit avec ses propres spécificités. Quand on prend le nord-est syrien, et je vais m'en tenir à ça pour le moment, parce que c'est ce que moi j'ai observé, je n'ai pas observé le reste, on ne sait pas très bien, je suis allée à Raqqa aussi, on ne sait pas très bien comment les FDS vont réussir à tenir une ville comme Raqqa, où ils sont mal vus, ils ne sont pas du tout accueillis, c'est considéré comme n'étant pas chez eux. Il y a la menace turque, il y a le possible retrait des Américains. Donc voilà, c'est une situation qui est encore très mouvante et dont on ne connaît pas l'issue. Sur l'Irak, et je vais revenir un peu au terrain que je couvre davantage normalement, on est vraiment dans une configuration différente. Bon, il y a un État, il y a des institutions. La guerre contre l'État islamique sous forme territoriale est terminée depuis plus d'un an. Et l'Irak a depuis longtemps, je pense, au niveau des élites et de la population, identifié les mots et les solutions qu'il faudrait apporter pour qu'il n'y ait pas de retour de la violence, ou en tout cas pas
pas une troisième vague après Al-Qaïda et l'État islamique. C'est sur un volet institutionnel. Hein, il y a une accaparation de l'État par une classe politique, par des élites, à des fins d'accaparation du pouvoir, des richesses. Et on voit que c'est ça, que l'État islamique s'est aussi créé en contestation d'élites qui étaient délégitimées, et ces élites le sont toujours. Et on a vu des tentatives de réforme timides sous l'ancien Premier ministre Haïder al-Abadi, des promesses à nouveau sous le nouveau Adel Abdelmahdi, mais on voit bien que rien ne change. Il y a toujours une répartition des postes politiques et publics en fonction de quotas ethniques et religieux, une corruption qui est engendrée, dont parlait M. El Rayad, qui est vraiment la base vraiment des problèmes en Irak, dans à la fois politique, donc les postes donnent lieu à de la corruption, les contrats économiques donnent lieu à la corruption, donc on voit que rien n'est fait. Il n'y a pas eu depuis 2003 de véritable reconstruction ni de développement des infrastructures, et on voit plein de problèmes qui découlent du non-développement des infrastructures et des services publics. On a maintenant le problème qui n'a cessé de croître et qui maintenant devient vraiment encore plus dangereux qu'avant, des groupes armés, des milices qui déjà étaient au pouvoir, mais on voit grâce à la guerre contre l'État islamique, elles ont été en première ligne de la lutte, et on voit qu'elles sont maintenant la deuxième coalition politique au Parlement, et qu'il y a beaucoup de postes qui sont accaparés par ces milices, que c'est un débouché pour de nombreux jeunes et de nombreuses populations qui vivent dans la pauvreté et qui ne voient pas dans l'État une protection et ne trouvent pas l'offre qu'elles ont. Tout ça est aussi envenimé par la concurrence des différents États, États-Unis, Iran. On voit en ce moment le débat sur le maintien des troupes américaine en Irak, avec l'Iran qui organise en fait une contestation de la part des partis qui sont liés aux milices. Et ce qu'a essayé de faire Haïder al-Abadi et qu'on essaye de poursuivre Abdelmahdi, et qui est la chose à faire peut-être, c'est d'introduire le plus, déjà de rester sur une neutralité, ce qui est pas le cas, hein. On voit bien que ces acteurs sont très puissants, mais au moins d'essayer aussi de garder en apparence un équilibre et d'introduire le plus d'acteurs. Donc on a vu par exemple l'ouverture à nouveau sur le Golfe et les pays du Golfe. Il y a un deuxième aspect qui va être problématique, et là où il faut mettre beaucoup d'énergie, et ce qui n'a pas été fait depuis que la guerre est menée et après, c'est sur la réconciliation nationale et la justice transitionnelle. On voit bien que ce soit sunnite, chiite. Alors il y a eu tout un discours sur le fait, comme il y a un ras-le-bol de la population envers la classe politique qui, depuis 2003, a beaucoup instrumentalisé justement l'étiquette religieuse, et ça a marché. Mais là, les gens ont compris que ces partis, en fait, utilisaient la religion à des fins totalement politiques et n'ont rien fait, même pour leur public, pour leur audience. Il y a eu un rejet, mais on voit bien que ça reste quand même au niveau des slogans, que ce soit entre sunnites et chiites. Et il y a aussi le problème intra-sunnite, où on voit la réconciliation entre ceux qui ont été partisans de l'État islamique, ceux qui ont été contre. On est désormais à une deuxième vague d'opposition au sein de ces communautés. Souvent, les gens vous disent on leur a pardonné sous Al-Qaïda, on leur pardonnera pas une seconde fois. Et on voit donc maintenant toute une série de bannissements des familles pro-État islamique qui restent dans les camps et qui ne se voient pas offrir de solutions, et notamment même pour les femmes et les enfants. Donc ça va être un problème énorme à gérer, parce que ça va recréer de l'amertume. Il y a le problème aussi de la justice, où on voit des procès expéditifs. Beaucoup de gens qui ont été arrêtés, on se demande s'ils ont vraiment joué un rôle au sein de l'État islamique. Aucune preuve n'est jamais apportée. Et même pour les victimes, il n'y a pas de véritable procès qui donne justice aux victimes. Les victimes ne sont pas du tout présentes dans ces procès. Je vais finir un dernier point.
donc il y a toute l'action sur le développement, reconstruction, bien sûr. Alors, comme je disais, la justice, mais aussi développement physique. Et je pense que c'est important, et ça a été quand même compris par le gouvernement, c'est un peu critiqué, c'est de développer à la fois les zones qui ont été libérées, donc principalement sunnites, mais de développer aussi, comme on a vu à la conférence de Koweït sur la reconstruction de l'Irak, des projets sur le sud chiite. Pourquoi ? Parce que c'est les régions aussi les plus pauvres et qui nourrissent en fait toutes ces milices armées chiites qui vont après, ont mené certes la guerre contre l'État islamique, mais qui prennent le pouvoir et vont créer un problème qui vont être le futur problème de l'Irak. Donc il y a cette double reconstruction à faire, mais il y a aussi la libération en fait d'autres espaces. On voit que l'Irak est un État où c'est l'État ou les milices armées qui sont les seuls acteurs quasiment que la jeunesse, qui est quand même la majorité, peut trouver. Or, il y a beaucoup de velléités dans la jeunesse de créer d'autres espaces, que ce soit par la société civile ou par l'économie, l'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup à faire aussi pour construire en fait le futur de l'Irak en essayant de créer des espaces alternatifs à cet État défaillant ou à ces groupes armés comme débouché pour une jeunesse qui va être l'avenir de l'Irak. Et je pense qu'après, on peut faire le parallèle pour la Syrie. Malheureusement, c'est un peu trop tôt dans le cas de la Syrie. Et c'est beaucoup trop complexe encore de dire quelle sera la solution en pratique. Mais ça sera la même chose. Ça sera à la fois sur le volet institutionnel. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Bachar el-Assad ? Qu'est-ce qui va se passer dans les zones comme les zones autogérées maintenant par les Kurdes ou par l'opposition ? Et il y aura un volet humain. Et là, on voit bien, ce que j'ai pu voir dans les zones qui sont autogérées par les Kurdes sur la réconciliation avec l'État islamique. Pour l'instant, ils sont, eux, sur une solution où ils ne veulent pas bannir, ils ne veulent pas empêcher le retour, ils ne veulent pas, il n'y a pas de peine de mort, ils ne veulent pas non plus de peine de prison à vie. Donc, on voit une solution inverse à ce qu'est l'Irak. Il y a une ouverture et une tentative de réintégration, et notamment ils ont essayé d'intégrer, comme avait fait l'Irak par le passé, d'anciens jeunes partisans de l'État islamique dans les forces déjà armées qui vont lutter contre l'État islamique, de réintégrer dans les villages. Après, c'est des solutions qui sont critiquées par certains et qui sont vues comme ce qu'il faut faire par d'autres. Merci. Merci pour à la fois cet aspect témoignage de terrain et puis projection sur les perspectives, notamment en Irak. Dorothée Schmitt, la plupart des intervenants à cette table ronde ont parlé des intervenants extérieurs. Donc les pays concernés, les populations concernées ne sont pas les seuls acteurs et subissent l'influence d'acteurs de pays extérieurs à la région ou présents dans la région. Est-ce que vous pouvez nous tracer nos deux perspectives de sortie de crise ? Alors, je ne sais pas si ce sont les acteurs extérieurs à la région qui ont la solution à la crise. Ça, c'est une question préalable très importante. Donc, dans cet océan d'optimisme, je voulais dire à quel point j'étais embarrassée de devoir trouver des solutions en tant que dernière intervenante. D'autant que je pense qu'on est quand même dans une zone grise aujourd'hui, je vais insister là-dessus. On n'est pas sorti des conflits en réalité, donc on ne peut pas sortir de la violence tant qu'on n'est pas vraiment sorti des conflits. Je vais essayer d'apporter une perspective géopolitique, la perspective des relations internationales, puisque c'est là-dessus que je travaille, mais ça veut dire travailler sur les rapports de puissance, mais aussi sur la façon dont les régimes eux-mêmes amènent à ces rapports entre puissances et amènent aux conflits interétatiques, et donc sur la fragilité des États eux-mêmes en interne. Et je voulais dire que dans tous les témoignages que j'ai entendus cet après-midi, je pensais à une réflexion de Pierre-Jean Luizard qui, il y a 2 ou 3 ans, annonçait la mort de l'État irakien. Et là, quand j'écoutais précisément Hélène faire cette comparaison entre la Syrie et l'Irak en disant c'est pas pareil parce que l'Irak, il y a un État et on se rebâtit à partir de... Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a une résilience aussi des structures étatiques.
Je me suis dit aussi que ce qui se jouait, c'était la survie des sociétés et pas seulement des individus. Or, on a entendu des acteurs sociaux qui se sont exprimés au-delà de leur communauté, pour une communauté nationale. Donc je trouve ça aussi extrêmement rassurant. Petit préalable méthodologique, évidemment, quand on se pose cette question de comment en sortir, on se demande si on est spectateur ou acteur. Et dans la mesure où je travaille dans ce qu'on appelle joliment en français un think tank, je suis censée être dans la proposition de solution, mais je vois que ce qu'on nous demande de plus en plus aujourd'hui, c'est de faire de la scénarisation. Parce que tout le monde est conscient du fait que ce soit l'aléa historique ou l'extrême complexité des situations, il est de plus en plus difficile de faire des recommandations. Les recommandations, elles sont ad hoc, suivant le type de communauté à laquelle on s'adresse, suivant les intervenants de la hiérarchie sociale auxquels on s'adresse. Donc finalement, on fait de plus en plus d'exercices de scénarisation qui reflètent une forme d'impuissance. Je voulais aussi dire ça. Et puis évidemment, tous avec nos écueils cognitifs, avec ce qu'a souligné Henri Laurence sur le fait que les Lumières ont été le moment de définition de la barbarie du côté religieux. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui se passe du côté du religieux est du côté du fanatisme, et ce qui nous empêche très souvent de réintégrer le sujet religieux, y compris dans une perspective politique simple. Alors, une fois cette dizaine de préalables posés, je voudrais revenir tout d'abord quand même sur le fait qu'à mon avis, l'ambition de travailler sur l'après-conflit est un peu prématurée. C'est une perspective très institutionnelle qui décrète la fin des conflits. Je me demandais, en entendant Hélène décrire les mini-conflits qui sont encore à l'œuvre en Syrie, ce qui fait qu'on a la fin d'un conflit. Bon, on a des traités de paix, on a des armistices, on a des traités de paix. Là, on est dans des paix qui se sont soldées par l'écrasement d'une faction face à une autre, des négociations de paix qui sont des négociations de paix séparées et incomplètes. Donc on n'est pas encore dans un contexte de paix, même du strict point de vue institutionnel, même du strict point de vue légal. Le bilan qu'on a des situations au Moyen-Orient est extrêmement fragmentaire. J'ai vu la semaine dernière le documentaire d'Anne Poiret sur Mossoul, donc j'étais restée sur cet Irak-là, et j'entends aujourd'hui qu'effectivement il faut mettre des fonds sur la reconstruction du sud irakien, parce que les milices viennent de là, et que la réintégration des jeunes qui se sont battus contre Daesh, c'est aussi l'enjeu de la fin de la contestation sociale en Irak, ou bien d'une forme de nouvelle révolution avec un État, le fameux État laïque, enfin État civil entre guillemets, qui peut se construire. Donc aujourd'hui, on a une vision de ces pays qui est totalement fragmentée à l'image des conflits qui se sont joués dans ces pays. Et la grande difficulté, c'est de retrouver une vision synthétique qui permette de reconstruire une communauté étatique et nationale. Et puis, une autre difficulté, c'est que nos moyens classiques pour établir l'équilibre, ils se sont avérés être tout à fait inopérants. La diplomatie, la grande faillite de la diplomatie, c'est ce qu'on pourrait appeler la pantalonnade de l'ONU en Syrie. Mais bon, est-ce que l'ONU est bien à même de résoudre les conflits? Est-ce qu'elle n'intervient pas aussi, soit très en amont, soit très en aval? C'est l'impuissance complète des anciennes puissances dominantes à agir sur ce terrain, les puissances classiques en tout cas, c'est-à-dire l'impuissance américaine, avec ce retour russe. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que les Russes aient la solution en Syrie, et je ne pense pas que les Russes puissent décider quoi que ce soit pour la Syrie sans les Américains non plus. Et ce qui me frappe aussi, c'est que la Syrie a été un formidable terrain d'expérimentation militaire. Et c'est finalement le fait que la logique militaire, elle continue de dominer, que c'est elle qui a imposé les solutions politiques, c'est elle qui a été le préalable pour les solutions politiques. Et je me souviens d'avoir été dans une conférence au Royaume-Uni avec notamment des militaires qui disaient « c'est formidable parce que ce qu'on a vu, c'est que là, dans le cas en Syrie, des interventions militaires ponctuelles, eh bien, elles peuvent permettre d'amener des solutions politiques. » Or, aujourd'hui, on a eu une milicianisation des sociétés qui a aussi amené à cette contamination de la logique militaire dans les sociétés, dont il sera très difficile de sortir. Ceci étant dit, y voir clair est naturellement le préalable absolu. Pour y voir clair, il faut d'abord qu'on sache comment on en est arrivé là. Bon, c'est tout ce dont on a discuté aujourd'hui, la question des bons référents historiques. Et puis, quels seront nos futurs modèles? Donc, quels sont aujourd'hui nos standards? Est-ce qu'on n'a pas un glissement complet
des standards sociaux, des standards politiques. Alors glissement, peut-être que ça amène l'idée d'une unité qualitative, mais c'est peut-être tout simplement qu'aujourd'hui on manque de créativité pour imaginer quelles vont être les solutions politiques du futur, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se joue. Je suis très frappée de voir qu'au moment de l'intervention américaine en Irak, on raisonnait en termes de tabula rasa, et tous les analystes étaient en train de dire non, on ne peut pas tout repartir à zéro, c'est absolument impossible. Aujourd'hui, en Syrie, on est pratiquement dans un état de tabula rasa, parce que le pays a été entièrement détruit. Je vous rappelle que les 2 tiers de la population sont déplacés ou réfugiés. Mais qu'est-ce qui nous surgit là? La restauration. La restauration sous son sens le plus primitif, c'est-à-dire vraiment l'absence totale de mouvement politique, finalement. Si on voit Bachar al-Assad revenir en Syrie, réinstaller exactement ce qu'on avait auparavant, avec la seule différence, c'est que le pays est entièrement détruit, je ne sais pas très bien où ça nous amène. Et ce qui est tragique, c'est qu'on n'a pas d'alternative viable qui est émergée, effectivement. Et puis, évidemment aussi, pour y voir clair, il y a bien sûr la question de la mémoire de la guerre, donc ça on en a beaucoup parlé, de dire les conflits, mais il faut aussi arriver à resocialiser les conflits, c'est-à-dire les vivre, pas simplement les raconter. Et je suis aussi très frappée par ce que dit Hélène sur le cloisonnement en Syrie et sur la façon dont la mini-société de Daesh continue d'exister et se reconstitue dans son cloisonnement complet, dans son isolement total vis-à-vis des autres sociétés. Et là, on n'a pas de solution d'éradication possible. Et je trouve absolument fascinant cette idée de laboratoire avec les forces démocratiques syriennes qui essaient de réintégrer des combattants de Daesh dans leur rang. Bon, ceci étant dit, les trois aspects ensuite, les 3 piliers finalement pour qu'on reconstruire le Moyen-Orient. Je suis aussi également assez d'accord avec ce qu'a dit ma prédécesseuse, c'est bien pratique. On a 3, j'ajouterai un point probablement, on a 3 piliers. On a l'ordre politique, on a la question de la reconstruction économique, et puis on a la question d'une architecture de sécurité régionale. Donc ça, c'est la question que m'a posée Monsieur Ploquin. Alors, sur ces 3 points, je crois qu'on a un petit problème, c'est qu'on est dans des slogans aujourd'hui qui effectivement ne correspondent pas à la réalité. Alors, sur l'ordre politique, qu'est-ce qui compte aujourd'hui en Syrie pour le régime? C'est de réclamer la restauration de la souveraineté syrienne. C'est un faux semblant total. Il n'y a pas de souveraineté, Bachar contrôle une partie du territoire. La question aujourd'hui, en réalité, c'est celle de la construction d'un ordre politique inclusif. C'est une question absolument, pardonnez-moi l'expression, indémerdable aujourd'hui. Même les Russes, les Iraniens et les Turcs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'ils voudraient comme ordre politique pour l'avenir. Les révolutions ne sont pas finies dans la région. Les conflits ont largement été le résultat de ces révolutions. Et ces révolutions, elles avaient 2 quêtes. Une quête de représentativité dans les institutions et une quête de propreté de l'État, je dirais. On en est encore très loin. Aujourd'hui, on a le choix entre recréer des États forts, ou bien créer des États qui sont des sortes d'États prétextes, un peu des coquilles, comme finalement l'État irakien aujourd'hui, mais où il faudrait que dans cette coquille s'installe une société civile et pas simplement effectivement des élites politiques qui se font qui revivent du clientélisme éternellement et qui se sont emparés des structures de l'État uniquement pour mettre le pays en coupe réglée. Deuxième point, la question économique. On parle de reconstruction aujourd'hui. En réalité, sur le moyen terme, il faut penser en termes de changement de modèle au Moyen-Orient, parce que de toute façon, le modèle de l'État rentier est un modèle épuisé. Donc si on songe à la reconstruction irakienne en pariant sur les ressources, les richesses de l'Irak, il est probable qu'on arrive dans une impasse. Les fondamentaux de la croissance passée dans la région deviennent obsolètes. L'économie entière est en crise. On a des économies de guerre, des économies de trafic un peu partout dans la région qui ne sont pas viables à moyen terme, mais qui à court terme fonctionnent très bien, précisément en collaboration, je dirais, avec le clientélisme politique. Et puis on a ces inégalités économiques qui se creusent au point de non-viabilité de l'ensemble de ces systèmes économiques. Et une corruption absolument désastreuse qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'investir dans la région, évidemment, parler à des entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs qui font partie de ce système de trafic mafieux d'économie de guerre ou d'économie post-guerre, quelle est l'incitation et quel est le contexte dans lequel on va intervenir, on va travailler dans ces pays? C'est un contexte qui est désastreux en termes d'environnement des affaires. Troisième point, une architecture de sécurité qui fonctionne. Là, le slogan aujourd'hui,
c'est finalement un peu encore le slogan du bien contre le mal. Alors, suivant le côté dans lequel on se place, on va trouver le bien dans un axe sunnite rénové, on va trouver le bien dans un axe anti-iranien, on va trouver le bien dans un axe de restauration politique contre les révolutionnaires, on va trouver le bien dans un islam dit modéré contre des forces radicales. En réalité, la seule chose à laquelle on pourrait arriver aujourd'hui, c'est de la coexistence pacifique. Et ce qui est terrible, c'est qu'on est dans un contexte où la course aux armements est devenue tellement délirante que de toute façon, ça signifie qu'en réalité, tous les acteurs se préparent pour de nouveaux conflits. Des alliances formelles et informelles qui sans arrêt se rejouent, mais qui, heureusement, si on raisonne, justement, si on essaie de faire ces scénarisations, n'ont très souvent aucun sens ou des bases extrêmement faibles, donc en réalité ne laissent pas augurer de grands conflit bloc contre bloc qui soit complètement viable, enfin viable si on peut parler comme ça d'un conflit, mais qui puisse vraiment fonctionner. En tout cas, il faut qu'on arrive à reprendre le dialogue et arriver à des négociations de paix qui soient beaucoup plus larges que le simulacre de négociation qu'on a aujourd'hui, par exemple, sur la Syrie. La confiance sociale, elle sera au prix d'arriver à faire fonctionner ces trois piliers ensemble, c'est-à-dire un ordre politique inclusif, des systèmes de croissance économique qui soient plus redistributifs et qui permettent une croissance à long terme, avec aussi une reconstruction, par exemple, de l'agriculture de ces pays qui, pourtant, dans une tendance à la désertification, ça va beaucoup plus difficile, mais c'est absolument indispensable en termes de viabilité sociale aussi. Et puis, cette architecture de sécurité où ces fameuses puissances occidentales qui ont totalement perdu la main jouent aussi leur rôle, peut-être comme médiateurs, peut-être aussi comme garants d'arrangements de sécurité. En conclusion, les signes positifs, c'est un peu ce que je donnais en introduction, qui est qu'on a une résilience des sociétés. L'humain a survécu, je crois qu'on l'a très bien entendu dans les témoignages, l'humain dans ce qu'il a de meilleur et de pire, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Je crois aussi que la conscience politique, elle s'est éveillée partout dans la région. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout le monde soit d'accord, mais ça veut dire qu'on a un vrai besoin d'appropriation politique. Donc ça, c'est quand même le début de la citoyenneté en réalité. Et puis on a aussi, finalement, dans ce chaos total, une flexibilité paradoxale des systèmes politiques. Parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'un système peut mourir demain. Merci. Merci. Donc vous avez tracé un tableau assez noir, mais avec effectivement sur la fin un rétablissement final sur des perspectives, en tout cas qui permettent effectivement d'engager des processus de discussion. Voilà, à la fin de ces 5 interventions, nous tournons vers vous. Et donc la parole est à la salle. Voilà, pour poser des questions. Je crois que nous avons jusqu'à 19h pour poursuivre cette conversation. Monsieur. Oui, je voudrais poser une question à M. Laurence. Vous m'avez appris beaucoup de choses, en tout cas le premier volet des édits de l'édit de Nantes. Je connaissais les places fortes, les places de sûreté, etc. Mais je ne connaissais pas cette dimension de vouloir écarter le passé, notamment la dimension judiciaire, de réparation, etc. Ça me paraît extrêmement intéressant. Et également la dimension du Second Empire qui avait un peu les mêmes... Premier Empire, pardon, qui avait un peu la même approche. Alors par contre, la question que je me pose, parce que moi je suis plutôt à lire, enfin bon, l'Afrique du Sud, le retour du refoulé en Espagne, longtemps après la mort de Franco, en Argentine, au Chili, on a mis sous le boisseau, loi d'amnistie, etc. Et ça revient faute d'avoir été traité. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est vous, votre sentiment profond sur quel est le plus efficient. On n'en parle pas, c'est fini, c'est le passé. Vous avez fait appel à une chanson bien connue, mais c'était de l'humour sans doute, alors je ne sais pas comment il faut l'entendre. Ou bien est-ce que c'est plutôt ça, où il faut au contraire cautériser les choses et laisser les choses s'exprimer, et y compris la justice opérer enfin. Pour le moment, c'est la seule, mais allez-y. C'est toujours le problème bien connu du passé qui ne passe pas. Alors, il n'y a pas de solution. Le problème, si vous voulez, j'ai essayé de le situer au niveau de la souffrance transmise.
la souffrance transmise et en même temps ce qui permet de constituer une culture, une référence. Un groupe, prenez les Arméniens. Les Arméniens, globalement, n'existent que par la souffrance transmise du génocide de 1915. Et donc, si vous supprimez la référence au passé, le groupe se dissout. Et alors, pour l'Espagne, en effet, il a été, en tout cas dans le premier temps, l'oubli du passé était indispensable. C'est la formule libanaise, ni vainqueur ni vaincu, même si elle est hypocrite. Elle permettait, au lendemain de 58 ou en 1991, de le poser. Je ne suis pas du tout maître des solutions. Moi, ce qui m'inquiète en tant qu'historien, c'est ce rapport au passé que nous avons aujourd'hui, qui fait que nous le vivons sur un mode de contemporain et non pas sur un mode de distanciation temporelle. Et ce qui fait que moi, en tant qu'historien, je fais mon boulot et puis je rencontre des gens qui me donnent l'impression qu'ils sont en train de vivre toujours 50 ans en arrière ou un siècle en arrière, même si en même temps c'est une mystification ou une mythification du passé. Merci. Alors, question tout à fait ici, monsieur. Oui, pardon. La question porte, excusez-moi. La question porte sur le jugement du passé. On vient de le dire à plusieurs reprises, mais elle se joint à la préoccupation de construire l'administration du territoire futur. On peut sans doute juger quelques dizaines de très hauts responsables criminels, mais pour des raisons pratiques, on ne juge pas des centaines de milliers d'acteurs de base qui continuent à vivre dans le pays. Les anciens belligérants coexistent bien ou mal, mais ils coexistent, et donc la question est différente. Alors, je voudrais citer un exemple, je ne sais pas si c'est transposable, mais il y a un exemple que je connais qui n'est pas du tout dans cette partie du monde, qui est le Cambodge. Au Cambodge, les anciens Khmers rouges continuent à vivre dans les villages avec leurs anciens, les bourreaux continuent à vivre avec les victimes. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je ne me place pas sur ce plan-là. Je dis simplement que l'action de reconstruction a consisté à développer localement les économies, à faire en sorte que les gens, dans des mécanismes institutionnels de concertation, soient obligés de vivre ensemble, de gérer ensemble leurs intérêts communs. Alors, au Cambodge, c'est très précis parce qu'il s'agit de gérer des terroirs irrigués, et ça ne peut pas se faire sans discussion. Et finalement, c'est la croissance économique qui a été la solution. Et l'administration décentralisée, pour reprendre la question qui a immédiatement précédé, c'est l'administration décentralisée, la croissance économique, et un relatif oubli, enfin, c'est dramatique de prononcer ce mot-là, mais, ou en tout cas une mise au deuxième plan de ce qui pourrait être la poursuite du jugement de gens qui sont de toute façon trop nombreux pour pouvoir être jugés. Voilà, il y a une question aussi qui était sur la justice et en quelque sorte, est-ce qu'il faut prendre le temps de la justice ou comment finalement combiner le temps de la justice avec le temps du développement et le temps d'un nouveau départ. Hélène Salon, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots d'après votre expérience sur le terrain en Irak? J'avais tout particulièrement travaillé sur la question à Falloujah notamment, donc qui a été marquée par de nombreuses guerres, l'invasion américaine, Al-Qaïda et après l'État islamique. Et ce qu'on observait, c'est comme je vous disais tout à l'heure, la population, et là on parle d'une population qui est exclusivement sunnite, arabe sunnite à Falloujah, et c'est le problème entre pro-EI et anti-État islamique, où on voit que beaucoup de gens, et c'est eux qui me disaient, sous Al-Qaïda, donc il y avait eu les milices sunnites qui se sont mis côté gouvernemental pour combattre Al-Qaïda. Quand l'État islamique est revenu, ces gens, ces notables et les familles qui sont proches, les clans tribaux, se sont retrouvés automatiquement visés par les membres de l'État islamique, désignés et pourchassés, tués. Et on voit ces gens-là disaient, donc anti-État islamique,
de gré ou de force, disait on leur a pardonné une fois, on ne se fera pas avoir une deuxième fois. Et ce qui explique qu'on voit dans ces régions sunnites qui ont été à nouveau traversées par l'État islamique un durcissement des populations face à ceux qui ont rejoint l'État islamique. Donc si autant d'Al-Qaïda ont laissé revenir au moins les femmes et les enfants, les hommes étaient peut-être tués, peut-être que certains revenaient après des années. On voit notamment, en tout cas à Fallujah, ce qui s'est passé, c'est que ces familles sont totalement interdites de retour par des chartes nationales qui ont été signées, des chartes de bannissement qui ont été signées à la fois par les chers, donc les clans, les responsables locaux, et il y avait la signature du cabinet de Haïder El-Abadi, donc du Premier ministre sortant. Donc toutes les élites étaient d'accord. Après, dans la pratique, on voyait notamment dans les campagnes, c'est les chefs de tribus et les autorités locales qui, en fait, géraient des comités de réconciliation. On revient au prix du sang, au prix, on négocie aussi le prix des dommages. Donc les gens veulent justice. Ils ne laisseront pas ces gens qui ont rallié l'État islamique revenir sans payer un prix, que ce soit pour les dommages occasionnés, pour les morts occasionnées. Mais on voit que ça passe de plus en plus maintenant, non pas par la justice étatique, parce que comme je vous disais, il n'y a pas de procès avec éléments de preuve qui permettent vraiment d'avoir une justice qui aborde des cas spécifiques. La plupart des gens qui passent devant la cour sont jugés pour appartenance à l'État islamique. C'est très rare qu'il y ait une enquête qui permette d'identifier des faits, d'amener les preuves sur telle personne qui a commis tel crime. Donc les gens n'ont pas justice directement, donc ils vont obtenir justice souvent par la justice tribale. Et c'est dommage parce que c'est un recul aussi de l'État et de l'État civil que de ne pas lui-même offrir la justice aux gens. Merci. Professeur Halabi, est-ce que vous voulez dire un mot? Henri Laurence, tout à l'heure, a évoqué le choix qui avait été fait au Liban, finalement, de passer un peu les crimes par pertes et profits. Est-ce que le Liban, finalement, malgré tout, quel est le poids de cette mémoire, finalement, de la guerre aujourd'hui, et est-ce que des processus de justice peuvent être encore entrepris? Moi, je crois que la réconciliation nationale au Liban souffre toujours de ce manque de justice qu'il y a eu lieu à la fin de la guerre. Parce que lorsque la décision, si vous voulez, régionale et internationale est venue pour les Libanais de leur dire « stopper la guerre », il y a eu comme un coup de foudre une décision qui a été appliquée en au moins de 24 heures, et tous les canons et les armes, toutes les armes sont au silence total. Maintenant, il y avait, comme on a soulevé le matin, deux chemins. Ou bien choisir de faire entraîner tous les acteurs de la guerre à la justice et les mettre en prison, ou bien de promulguer une loi d'amnistie totale de la part du Parlement libanais aux chefs de guerre et leurs suivants, et les partisans, et leurs partisans. Alors on a opté pour ceci. Mais je dis que la réconciliation jusqu'à maintenant souffre de ce manque de justice. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu cette justice transitionnelle, il n'y a pas eu, comme on a parlé le matin, on a soulevé le problème des disparus, ce n'est pas un dossier qui était fermé, parce qu'il suffit de trouver les corps et de leur livrer à leurs parents pour les, comment dirais-je, les dafnuhum, je ne sais pas en français,
pour que les familles procèdent à leur enterrement. Le mot, pour les enterrer et pour clore ce dossier. On n'a pas eu cette chance. Ça, c'est une observation. J'ai deux autres observations concernant la décentralisation qui a été soulevée par la salle. La décentralisation, pour que ça réussisse, il faudrait à la base un gouvernement central fort. S'il n'y a pas un gouvernement central fort, la décentralisation pourrait déraper jusqu'à la partition d'un pays. Et on a l'exemple du Liban. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à promulguer une loi de décentralisation, même dans le sens administratif et pas du tout dans le sens politique, parce que ça dérape pour la partition du Liban. Alors, on a un système de déconcentration et pas de décentralisation. L'autre chose que je voulais parler à propos de la violence, de par notre expérience libanaise aussi, que la violence sévit lorsqu'il y a une décision pour soulever la violence parmi les peuples. Et à ce moment-là, on vire les gens perturbateurs à une loi d'amnistie. Mais dans les périodes de paix, si quelqu'un dérape par un acte de violence, tout le monde s'engage à le poursuivre en justice. Parce que ceci constitue un élément perturbateur pour la paix qui a été instauré parmi les chefs de guerre. Merci. Hélène Salon, vous voulez rajouter un petit mot? Ensuite, donc, il y aura une question de Jacques Semelin et de Monseigneur Marc Stinger. Oui, sur faire justice aussi, j'ai oublié un point important, c'est aussi pour les acteurs qui ont été engagés dans la guerre, soit en Irak, notamment, je prends le cas de l'Irak, mais ça vaut pour la Syrie, c'est-à-dire si c'est l'État irakien et les forces de la coalition, c'est aussi faire justice aux victimes de la guerre, c'est-à-dire reconnaître quand il y a eu des civils qui ont été tués dans la guerre, que ces civils ont été victimes. Et on voit bien que c'est très loin d'être le cas. Il y a eu encore une polémique récemment avec Haïder El-Abadi, l'ancien Premier ministre, qui a dit que 8 femmes et enfants étaient morts à Mossoul. Il avait dit avant que c'était 1306 civils qui étaient morts. C'est bien loin de la réalité. La coalition reconnaît très peu de victimes civiles de sa guerre et des bombardements. Je crois que la France n'en reconnaît aucun. Donc ça serait un pas aussi important pour faire justice aux populations qui ont subi en fait ces guerres en Syrie ou en Irak. Alors, Jacques Semelin, pour une première question, et Monseigneur Marc Stinger, et puis une troisième question et une quatrième. Comme on approche de la fin, on prendra les 4 questions. Jacques Semelin. Sur ce débat oubli, justice, je conseille le livre récent de David Riffe, Éloge de l'oubli, qui est pourtant un spécialiste des crimes de guerre, du crime contre l'humanité. Donc je crois que ça irait vraiment dans le sens de ce qu'a dit Henri Laurence. Bon, le problème, bien entendu, c'est que beaucoup de gens ne peuvent pas s'en satisfaire pour toutes les raisons que vous avez dites. Sauf que quand même, dans la configuration d'une guerre civile, on est souvent là pour... Il y a cette possibilité de faire l'oubli en s'exonérant de ses propres crimes. Toi, tu as massacré tel groupe, et moi aussi, donc voilà, c'est vieux comme les Grecs, hein, de ce point de vue-là. Mais évidemment, cette loi du silence, enfin, cette manière de taire, beaucoup de gens ne peuvent pas l'accepter. Et on le voit avec la guerre civile espagnole. Beaucoup de familles qui ont perdu des enfants, des fils, du côté des républicains, ne savaient pas où était leur corps. Et 30 ou 40 ans plus tard, ou même plus, ça se réveille. C'est où sont mes enfants, où sont mes parents? Donc là, je reviens à cette question des morts, vous l'avez vu, ça me travaille. Moi, je parle de la nécessité de réhumaniser les morts, la réhumanisation des morts. On les a laissés dans des ravins, je ne sais où, on les a traités comme du vil troupeau.
Il s'agit de leur donner une humanité. Et cette humanité, c'est l'ensevelissement, du moins dans notre culture. Et c'est pourquoi, au-delà du débat justice, oubli, etc., je crois que l'identification des corps, la loi sur les disparus, alors je vais aller bientôt à Beyrouth, il faut que je me renseigne un petit peu, je ne sais pas où elle en est, mais elle me paraît très importante. Parce que si on veut faire la paix dans un pays, il faut que les individus soient en paix. Et qu'est-ce qui est le plus important pour les individus? C'est de faire un travail de deuil vis-à-vis de ses proches, pour savoir où ils sont. Donc, tout ce qui va pouvoir encourager ce processus de retrouver des corps, de les identifier, c'est pour moi une manière de les réhumaniser, de leur donner un nom. Voilà. Merci. Marc Singer. Alors, le micro, oui, devant. Ma question est pour le professeur Alabi, en fait. Tout à l'heure, il a posé la question, si j'ai bien compris, de la possibilité de la séparation du religieux et du politique. Il ne m'a pas semblé qu'il ait répondu à la question. Je voudrais revenir sur cette question-là. La séparation du religieux et du politique au bénéfice de la citoyenneté, bien entendu. Je ne voudrais pas que nous projetions notre regard d'aujourd'hui sur les situations de là-bas, et qui sont des situations historiques aussi. C'est un peu ce que le professeur Laurence disait tout à l'heure. Alors, ma question, elle est plutôt... Comment, parce que c'est un fait que le religieux et le politique se côtoyaient négativement, enfin et se côtoient encore négativement dans toutes ces situations. Alors comment peuvent-ils grandir ensemble, le religieux et le politique? Parce que on ne peut pas ne pas dire que Daesh, il n'y a pas aussi quelque chose de religieux. On ne peut pas prétendre ça. Nous, on l'a prétendu en disant que c'était du terrorisme, et le terrorisme, c'était au fond une manière d'éliminer l'aspect religieux, mais qui était là. Je crois que, enfin, j'ai entendu Javad Al-Khouaï, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est ça, j'ai entendu dans une conférence dire, mais commencer par admettre que Daesh c'est du religieux aussi, en fait, c'est pas donc pour sortir de la crise, bah, il faut que les deux grandissent ensemble. On ne peut pas éliminer un au bénéfice de l'autre. On ne peut pas sortir par une synthèse après la thèse et l'antithèse. Il y a deux éléments. Qu'est-ce qu'on en fait des deux éléments, pas seulement d'un? Voilà ma question. Merci. Donc il y a deux questions au fond de la salle, pour le coup. Je regarde. Il n'y en aura plus d'autres après. Merci. On a parlé de beaucoup de pays dans ce colloque, mais on a oublié un, l'Arabie Saoudite. Et je pense à cette formule lapidaire du romancier algérien Kamel Daoud: l'Arabie Saoudite, c'est Daesh qui a gagné. Mais alors, d'après mes lectures, l'idéologie de Daesh comme de l'État islamique, c'est l'idéologie wahhabite, je pense. D'après mes lectures, l'Arabie Saoudite n'est pas restée neutre au début, du moins, de cette tragédie syrienne et irakienne. Quid alors du rôle de ce pays dont on n'a pas parlé? Très bien. Et donc la toute dernière question. Un État ne reconnaît ses turpitudes avant un accord préalable sur les compensations. Aux États-Unis, un procès pour la mort d'une journaliste, on a demandé 300 millions de dollars, et en Afghanistan, les Américains concèdent quelques milliers de dollars. On a eu un cas récent où deux États ont pu échanger en renonciation réciproque mutuelle aux compensations. C'est l'accord entre Obama, qui a reconnu en 2009, 56 ans après, qu'ils avaient fait un coup d'État
pour renverser un régime démocratique en Iran, en 1953, contre Mossadegh. Et les Iraniens ont reconnu qu'ils avaient eu un peu tort de prendre en otage des Américains. Donc les deux, en fait, ont renoncé aux compensations mutuellement. Donc le dialogue et l'accord a été possible, symboliquement très fort à cette époque-là, hein, même si c'était remis en cause après par Trump. Donc, dans la guerre de Syrie, l'État était en guerre contre au moins une dizaine de pays. Une question très courte, s'il vous plaît. Là, il faut aller à la question. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en Syrie pour échanger des renonciations aux turpitudes réciproques? D'accord. Alors une micro vraiment... Très rapide. Est-ce qu'il y a des leçons, des enseignements à tirer dans ce chapitre, comment sortir de l'approche qu'a utilisée l'Afrique du Sud, vérité et réconciliation? Très bien. Alors, je vais proposer aux intervenants d'intervenir dans le sens inverse et de prendre les questions au fur et à mesure. Peut-être Dorothée, est-ce que vous voulez revenir sur l'Arabie Saoudite ? Alors, je voulais revenir d'abord une petite seconde sur ce que j'avais dit sur la fragmentation et sur l'idée de la décentralisation, de la déconcentration. Effectivement, c'est très impressionnant de voir dans des États dysfonctionnels des entités locales qui se mettent à vivre et à être peut-être plus efficaces. Et ça a amené, par exemple, en Irak, au référendum pour l'indépendance, mais qui ensuite a été rattrapé au dernier moment par Bagdad. Mais monsieur, c'est parce que vous évoquiez au Cambodge des micro-expériences, et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très à la mode, effectivement, au Moyen-Orient, quand on est en quête d'espoir, c'est de dire que tout repose aujourd'hui sur le local. Et que sur le local et sur la remise en marche des sociétés civiles, il faut que ces sociétés arrivent à s'organiser aussi en association. Il faut qu'on ait des ONG qui ne soient pas uniquement des ONG occidentales ou russes, enfin les Chinois n'ont pas beaucoup d'ONG, je pense, ou même arabes, mais d'autres pays qui s'investissent sur le terrain. On a toujours un problème, c'est qu'on doit travailler vraiment au coup par coup par exemplification. Mais il faudra à un moment qu'on ait quand même des plans de reconstruction des États, comme le disait monsieur, qui soient des plans de mise en ordre de la société. Mais pour le moment, j'ai le sentiment qu'au niveau local, l'État peut encore apparaître comme une source de contraintes, de corruption très forte. Je pense que c'est le cas aussi en Irak, où les institutions étatiques sont souvent perçues comme étant des sources de corruption. Donc il y a un vrai travail d'assainissement de l'État qui doit être fait pour accompagner la croissance du local. Sur l'Arabie Saoudite, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe tous, c'est la dynamique interne de l'Arabie Saoudite. C'est quand même ça ce qu'il y a de plus fascinant, qui est le changement de régime vers une monarchie absolue plus classique, je dirais, mais qui du coup a donné du ressort à ce pays pour avoir une diplomatie plus active, mais avec une absence totale d'expérience diplomatique finalement, qui les amène à prendre parti ou à déclencher des conflits. Donc un pays qui finalement n'est pas une force d'ordre, c'est pas une force structurante dans la région, ni par sa diplomatie, ni par l'exemple que l'Arabie Saoudite pourrait donner elle-même, puisque son modèle en soi est aujourd'hui en train de bouger. Merci. Hélène Salon, peut-être un mot sur l'enjeu de la citoyenneté qui a été questionné par Monseigneur Stinger. Donc religieux, politique, qu'est-ce que vous avez constaté en Irak ? C'était un peu le thème, comme je disais, plutôt de la campagne des élections législatives de mai 2018, donc les premières post-califat et guerre contre le califat en Irak. Et il y avait un rejet des partis religieux, mais en fait, et une demande de citoyenneté. Hein, on le voyait déjà plutôt par les autorités religieuses chrétiennes, hein, qui disaient que le maintien des chrétiens passe par la citoyenneté pleine et entière. Les chiites ont très, très vite compris après la guerre qu'il fallait que les partis religieux, c'était une instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Mais en fait, on voit que ça reste encore quand même des coquilles vides, des slogans de campagne, et qu'en fait, qui a gagné, c'est une autorité, Moqtada al-Sadr, une autorité
qui est à la fois politique, populiste et religieuse. Qui on écoute pour lutter contre les corrompus, ça reste Sistani, l'ayatollah chiite de Nadjaf. Donc en Irak, il y a des désirs, voilà, d'une plus grande citoyenneté, où on va dire aussi au niveau le pendant au niveau du gouvernement, c'est un gouvernement de technocrates et non plus des partis à la fois religieux et ethniques, mais ça reste encore des vœux assez pieux. Monsieur Alabi, donc peut-être pour rebondir sur l'offre, la main tendue de Marc Stinger, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans votre réflexion sur politique et religieux? Est-ce qu'ils peuvent grandir ensemble, pour reprendre cette expression? Moi, je crois que ça n'a jamais été à égalité entre le politique et le religieux au Liban, surtout au Liban. Le religieux a été toujours manipulé par des politiciens. Il fallait voir, lorsqu'il y a eu de nouveau, on parle de la promulgation ou le débat sur une loi portant sur le mariage civil au Liban. Comme vous le savez, au Liban, il y a 18 communautés religieuses, donc il y a presque 18 lois de statut personnel avec des tribunaux spéciaux à chaque communauté. Si vous voulez contracter un mariage civil, vous n'avez qu'à sortir du Liban, même à Chypre, dans un quart d'heure, vous contractez un mariage civil et vous revenez au Liban et vous l'inscrivez dans le registre de l'état civil. Et lorsqu'il y a eu, par exemple, un conflit entre les deux mariés, le juge libanais applique la loi du pays sous lequel a été conclu le mariage. Locus regit actum, l'adage romain. Donc, on a proposé pourquoi laisser les Libanais jeunes qui veulent contracter un mariage mixte de sortir du Liban. Et parfois, des gens de même communauté préfèrent contracter un mariage civil. Alors, l'entente nationale la plus solide a eu lieu lorsqu'il y a eu cette proposition entre les établissements religieux, chrétiens et musulmans, tous unis pour s'opposer à cette proposition. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile, mais on a essayé toutes les formules où le politique empiète sur le religieux, où le religieux empiète sur le politique. Mais on n'a jamais essayé cette formule de dire à la religion de prendre sa place, et rien que sa place, c'est-à-dire dans la société, et de libérer l'espace public de l'emprise du religieux, parce que c'est un espace civil où tout le monde peut être égaux et devrait être égaux devant la loi, avec les mêmes devoirs et les mêmes obligations, quoi que leur appartenance est, et à la base de la citoyenneté. C'est un rêve, je sais. La situation n'est pas mûre pour accepter une telle proposition, mais il n'y a pas d'autres issues. On a essayé tout, et tout a échoué et nous a dérapé vers la violence, vers les conflits, vers les ingérences extérieures. Il est temps d'essayer cette formule. Espérons. Merci. Henri Laurence, le mot de la fin, avant l'ultime conclusion. 2 ou 3 petits points. Pour le religieux et le politique au Proche-Orient, il y a un stade intermédiaire qui est le confessionnel. Et donc, le confessionnel est justement cette rencontre du politique et du religieux, mais qui n'est ni exactement le politique, ni exactement le religieux. Un patriarche est à la fois un chef religieux et un chef politique. Et ça, c'est un héritage ottoman. C'est d'ailleurs souvent, à l'époque ottomane, on les appelait des ethnarques, donc des chefs de communauté. Donc sur ce point, sur l'Arabie saoudite, oui, en effet,
il y a une parenté au sens où le wahhabisme a créé l'idée d'excommunication, de takfir. Et donc, ça, en effet, les mouvements djihadistes se sont inspirés du takfirisme wahhabite. Mais il y a une différence fondamentale. C'est que pour l'Arabie saoudite, il n'y a pas de politisation de la religion. Le fondement du wahhabisme, c'est l'obéissance au prince Saoud. Et donc l'interdiction du politique. Tandis que les frères musulmans, les salafistes, c'est plus compliqué, les djihadistes font du politique. Officiellement en Arabie saoudite, les religieux n'en font pas. Ils sont là pour prêcher l'obéissance au prince. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'Arabie saoudite est fondamentalement hostile aux frères musulmans. Le dernier point, pour revenir sur les problèmes de mémoire, on va citer deux grands noms du Collège de France qui ont traité du problème. Renan avait dit que pour une nation, il faut avoir fait des grandes choses, mais je ne peux pas dire ça, mais il y a aussi une capacité d'oubli. Donc avoir fait des choses communes et une capacité d'oublier des choses qui sont plutôt à oublier. Et Valéry disait que l'histoire, c'est des termes qu'il utilisait à l'époque, on dirait plutôt nous le passé, est un des pires poisons que l'esprit humain ait conçu. Donc je dirais que si le passé ou l'histoire est un poison, il faut arriver à une forme de mitridatisation de ce poison pour en prendre à des doses acceptables qui ne soient pas mortelles. Merci. Merci. Donc faire preuve de modération.